Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui une émission qui consacrée à deux sujets qui font trembler le monde de l'immobilier. D'abord, on parlera du développement des squats numériques via les plateformes de location saisonnière. Ensuite, on abordera la régulation de plus en plus stricte des résidences secondaires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui connaissent le terrain, les propriétaires et les dispositifs juste sur le bout des doigts. J'ai le plaisir de recevoir Henrik Glamport, qui est le fondateur de la conciergerie Louer Premium, conciergerie qui accompagne les propriétaires dans la gestion de leurs biens meublés ou en location. Il observe le quotidien et les évolutions du marché, les tensions nouvelles, les inquiétudes des bailleurs et les limites de la réglementation actuelle. À ses côtés, Olivier Dusselier, il est président de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers, mais qui s'exprime aujourd'hui en sa qualité, on va dire, d'influenceur immobilier qui s'intéresse et qui commente régulièrement l'actualité de l'immobilier. Alors, bonjour Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour Henrik. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Allez, on commence avec ce phénomène très discuté cet été. Alimenté par les réseaux sociaux, on a vu beaucoup d'articles là-dessus, mais dont finalement les effets sont bien réels pour les propriétaires concernés. Je veux parler des squats dits numériques, les squats d'Airbnb, des locataires qui, après avoir réservé localement un logement et légalement un logement sur une plateforme type Airbnb, refusent de partir. Une forme moderne finalement de squat qui en fait contourne les procédures classiques et exploite les failles finalement du droit. Henrik Glamport, vos équipes accompagnent des propriétaires dans la location meublée. Est-ce un phénomène marginal ou de plus en plus pris au sérieux ? Alors, je vais déjà commencer par le fait qu'effectivement, sur cette partie squat moderne et numérique, aujourd'hui, on n'a pas de chiffre global qui existe. Le sujet à part ce qu'on a lu dans la presse tout l'été. Exactement. Mais ceci étant, je voudrais quand même dire que c'est un sujet qui est, pour l'instant, effectivement, très marginal de l'expérience de mes confrères et de moi-même, etc. C'est quand même ce qu'on trouve. Alors, évidemment, c'est très marginal, et on le sait. Ouais. Par contre, c'est très préoccupant pour nos propriétaires. Pour ceux qui sont concernés. Alors, c'est vrai qu'on a lu beaucoup d'histoires comme ça cet été. En préparant l'émission, en interrogeant les avocats qui connaissent bien ce secteur, ils, comme vous, disaient que c'était encore des phénomènes très marginaux, mais il faut, c'est un signal faible, il faut faire attention à ce qu'on voit. Olivier, on a l'impression d'un décalage finalement entre la vitesse des usages numériques et la lenteur du droit. Est-ce que c'est pas l'un des grands défis du moment, ça ? C'est un grand défi du moment. Et en plus, on donne aujourd'hui les outils, puisqu'on communique là-dessus, pour que ça se développe. Donc, effectivement, le fait de remettre des clés, c'est un peu comme prêter sa voiture et sa carte grise. Donc, comment après, il est là le problème juridique. À partir du moment où vous avez donné les clés d'un appartement, est-ce que vous êtes vraiment squatteur ? Vous avez déjà les clés, vous avez... Donc, le problème, c'est qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là, et qu'on n'avait pas perçu. Alors, on dit, vide juridique, d'autres avocats disent que non, finalement, parce qu'on pourrait quand même résoudre le problème un peu différemment. Quel est votre avis, d'ailleurs, Henrik, là-dessus ? Alors, déjà, moi, je dirais qu'il y a effectivement... Alors, c'est un flou juridique, je laisserai les juristes préciser ça. Discuter de ça. En tout cas, pour notre part, en tant qu'acteurs de terrain, et qui sommes au contact de nos propriétaires et de nos voyageurs de manière permanente, en fait, on a des possibilités d'agir, en fait, par rapport à ça. Alors, le premier conseil que je dis toujours, c'est agir vite pour justement signaler ces cas, aller signaler ça auprès des forces de l'ordre, parce que dans l'usage, alors c'est effectivement moins juridique, mais dans l'usage, on va aller solliciter les forces de l'ordre justement pour nous aider à régler ces cas. Et de notre pratique et de notre expérience, on n'a jamais eu de cas. Moi, en 6 ans, j'ai jamais eu de cas de squat avéré. On a eu une fois quelqu'un qui a tenté.
Et ça, c'est bien terminé. Et ça, c'est bien terminé. Le jour même, la personne n'est pas. Alors, Henrik, justement, les plateformes comme Airbnb affirment qu'elles coopèrent avec les autorités, mais dans les faits, les hôtes se sentent souvent seuls. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain ? Alors, il faut déjà rappeler que les plateformes... On parle de squat, mais on peut parler aussi de toute forme d'anomalie, enfin de problèmes qu'on pourrait rencontrer localement. Oui, tout à fait. Déjà, il faut commencer à rappeler qu'effectivement, les plateformes de type Airbnb et autres Booking sont des plateformes de mise en relation. C'est quand même leur job premier. Et donc, leur travail, c'est de mettre en relation des voyageurs et des propriétaires, afin de générer une réservation. Derrière, le propriétaire, éventuellement sa conciergerie, s'il en a, reste responsable, je dirais, de la partie plus opérationnelle. Et c'est cet aspect-là qui est un peu parfois oublié par les propriétaires qui vont gérer eux-mêmes seuls leurs biens et qui, du coup, oublient un petit peu cet aspect responsabilité opérationnelle. Donc, c'est clair que pour limiter les risques par rapport à tout ça, se faire accompagner par des professionnels d'une manière générale, c'est quand même un des moyens de limiter ces risques-là. Quand même. Olivier Dusselier, certains élus demandent une évolution de la loi pour s'adapter à ces nouveaux usages. Est-ce que le droit actuel, il est complètement dépassé ? Je pense que le droit actuel est complètement dépassé, mais il faut quand même conserver. Il ne faut pas que ça soit non plus que l'État soit une atteinte au droit privé. Je pense qu'une régulation, oui, je pense qu'elle est déjà existante. Il ne faut pas outrepasser non plus la mesure. Je veux dire, c'est aussi le rôle des plateformes et peut-être aussi des particuliers de s'adresser plutôt à des conciergeries, à des professionnels, parce que je pense que ceux qui sont les plus démunis, ce sont les bailleurs seuls qui font du Airbnb et qui ne sont pas accompagnés. Mais justement, Henrik, le fait de passer par une conciergerie, ça limite vraiment le risque ? Clairement, oui. Pour tout un tas de raisons, d'ailleurs très opérationnelles, parce que du coup, c'est de ça que je parle beaucoup. Très clairement, quand un voyageur termine sa réservation, notre travail, c'est le jour même de passer pour récupérer les clés, faire du ménage, faire de la maintenance, contrôler que tout fonctionne, tout ça pour préparer le logement pour le prochain voyageur. Ça, c'est important aussi, parce qu'on va optimiser le calendrier de réservation de nos propriétaires et limiter la vacance locative. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un voyageur qui va arriver le soir même, après un départ. Ce qui va aussi limiter les périodes où le squat est possible. Et nous, nos interventions en complément de ça viennent très clairement limiter les cas possibles. Olivier, ces affaires qu'on a entendues cet été, elles relancent finalement une vieille question qui est là. Les propriétaires, est-ce qu'ils sont encore vraiment protégés aujourd'hui par le droit ? Les propriétaires ne sont pas franchement protégés par le droit, mais je pense que ça arrange tout le monde. Aujourd'hui, je pense que les politiques... ça permet de dropper un peu... Exactement. Donc, je pense qu'ils sont bien contents. Je pense que certaines municipalités sont bien contentes de ce nouveau profil de squat et que ça les arrange. Ça les arrange par rapport au second sujet qu'on va aborder tout de suite, qui est la régulation des résidences secondaires. Parce que là, évidemment, on voit, avec notamment les élections municipales qui vont arriver dans quelques mois, que de plus en plus de maires s'attaquent aux résidences secondaires. Exactement. Et aux locations courte durée. Et la LCD, la location courte durée, qui va forcément en prendre pour son grade. Quel est votre avis, Henrik, sur ce risque justement de trop de régulation qui pourrait finalement mettre à mal les solutions type Airbnb, LCD, location meublée ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que tout ça, nos propriétaires s'inquiètent finalement un petit peu de cette situation parce qu'on est un peu sur un contexte avec de la défense du pouvoir d'achat, des promesses de ne pas augmenter les impôts. Taxer, par exemple, on voit bien que c'est potentiellement une mauvaise idée, ou en tout cas, ça ne sera pas forcément la meilleure. Et évidemment, nos propriétaires s'en inquiètent, ce qui les fait réagir. Donc, ils doivent s'adresser justement à nous, aux professionnels, justement, en tant que conciergerie, pour les orienter, déjà pour les mettre dans la bonne réglementation, si ce n'était pas le cas. Donc, on va les accompagner pour ça. Et si jamais il y a des décisions à prendre, en fait, de changer, par exemple, de mode de location, en fait, de s'adresser à des professionnels pour faire ça. Donc, aujourd'hui, ils peuvent avoir des craintes, en effet, s'adresser justement à plusieurs professionnels, conciergeries et autres qui tournent autour de ces affaires immobilières pour les aider à faire les meilleurs choix. On a vu d'ailleurs cet été aussi des histoires d'attaques, littéralement dégradation de logements Airbnb, location meublée. On a vu ça notamment à Marseille, on a vu ça à Nice.
On a vu ça à l'étranger, beaucoup à Venise, à Barcelone. Ça vous inspire, ça vous inquiète, ça? Ou est-ce que c'est le signe qu'il y a aussi un problème de logement dans ces grandes villes? Oui, très clairement, on est de toute façon, alors, pour parler de la France, effectivement, on est sur il y a une tension sur le logement qui est forte aujourd'hui. Et la pression se ressent aussi côté Airbnb, du coup, en tout cas sur la partie location saisonnière. C'est dommage qu'on a pu voir ces dégâts, ces casses. Alors, c'est des choses qu'on avait déjà vues parce que la location courte durée existe quand même depuis très longtemps. Oui. Donc du coup, c'est des cas malheureusement. Toujours, exactement. Exactement. Et ces cas, malheureusement, on les avait déjà rencontrés. On sait comment les sécuriser en tant que professionnel et on sait comment les éviter et puis comment corriger si jamais il y a des choses à corriger. Alors Olivier, certaines communes veulent interdire purement et simplement la construction destinée aux résidences secondaires. On a plein d'exemples en tête, il y a Chamonix, une partie d'Annecy, enfin ouais, on a vu pas mal de choses. Est-ce que c'est légalement tenable et est-ce la bonne voie? On se pose souvent la question quand on veut parler du droit de propriété. Est-ce que le droit de propriété est finalement pas menacé aujourd'hui? Alors est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est la bonne voie électorale? En tout cas pour 2026. Voilà, pour 2026. Donc il y a une volonté aussi, moins de location longue durée, c'est plus de location longue durée, donc des électeurs potentiels. Et comme il y a une pression quand même qui est locale aujourd'hui, des gens qui travaillent sur place, qui ne trouvent plus de logement, évidemment que d'un point de vue électoral, c'est bénéfique. Alors, on l'a dit, Enrica, face à cette pression, certains propriétaires changent de destination pour leur logement. C'est une tendance lourde ou juste un ajustement temporaire, selon vous? Alors, a priori, je dirais que c'est plutôt un ajustement temporaire parce qu'en fait... En attendant, voilà. Exactement. Alors, il y a le fait de vouloir... On se protège et on voit après. C'est ça. Donc, il y a un peu cette protection qui est mise en place. Après, les propriétaires qui disposent d'une résidence secondaire, en tout cas pour une bonne partie aussi, c'est en fait pour eux un pied-à-terre finalement dans une zone donnée pour venir voir la famille, passer des fêtes, etc. tout au long de l'année et venir ponctuellement. Et ces personnes-là, si on devait leur interdire tout bonnement de faire de la location courte durée, en fait, c'est pas sûr que ce bien repasserait sur de la location traditionnelle parce qu'en fait, ils ont besoin de revenir de temps en temps dans ce logement qui est leur pied-à-terre pour tout simplement voir la famille, comme j'ai dit. Donc en fait, ça basculerait pas. Olivier, la déclaration obligatoire de l'occupation des résidences secondaires, est-ce qu'elle vous semble être utile ou juste symbolique? Ça sera, de toute façon, on ne va pas y échapper puisque l'appui meublé lancé par l'État devait être fourni le 23 août. Voilà, puisque l'Europe l'a retoqué. Maintenant, on n'a pas les résultats. Je pense qu'on les aura dans la première quinzaine de septembre. Mais évidemment, puisque en temps réel, les municipalités auront exactement qui a loué, combien, et les taxes collectées. Donc là, et toutes les plateformes. Par contre, est-ce que l'Europe va donner la validation à la France surtaxée? On ne sait pas encore. Alors, Henrik, certains biens se retrouvent remis sur le marché. Est-ce que vous observez un impact concret sur les prix dans certaines zones? Alors, je ne parlerai pas de la valeur immobilière, je laisserai les spécialistes de l'immobilier en parler. Par contre, sur tout ce qui est, on va dire, valeur locative et location courte durée, il y aura certainement un impact qui aujourd'hui n'est pas facile à mesurer. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres villes où il y a eu des interdictions tout simplement qui ont été prononcées. Je vous propose peut-être de parler de New York, puisque c'est un très bel exemple. New York, Airbnb vient d'être sorti. Exactement. Donc voilà, la location courte durée. Il y a 3 ou 4 villes aux États-Unis. Exactement. Donc pour New York, c'est interdiction de louer moins de 30 jours. Donc c'est juste tout simplement plus de courte durée. Plus de courte durée. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quel a été le résultat. Ils ont fait ça depuis en 2023. Donc on a un petit peu de retour. Pour la France, on sent, je crois que c'est Marseille qui a décidé d'être encore plus dur que Paris. Oui. On a appris il y a quelques jours déjà, fin août, que les premières assignations étaient tombées contre les propriétaires. Oui, tout à fait. De toute façon, Marseille se lance vraiment dans une... Oui, de toute façon, certaines villes mènent une guerre contre ce type de location. Il y aura forcément des incidences. Sera-t-elle positive ou négative? On ne le sait pas encore aujourd'hui. Encore une fois, quand on regarde ce qui se passe dans les grandes villes à l'étranger, pour l'instant, c'est pas très concluant. Olivier, cette régulation, est-ce qu'elle n'annonce pas un risque de tension accrue entre population locale et résidents secondaires, avec des effets contre-productifs finalement sur l'économie locale?
Alors, il y a des effets contre-productifs, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a certaines communes se retrouvent comme des villes fantômes. Bien sûr. Donc hors saison. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. Mais aujourd'hui, Ouais. ça s'est concentré avec ces plateformes comme Airbnb, qui, n'oublions pas, sont déjà en train de muter, puisque Airbnb commence à faire de la LLD. Donc, ils sont déjà sur l'après. Donc, oui, ils sont déjà sur la longue durée. Et voilà, Ouais, donc il y a un cheminement, c'est-à-dire que c'est du business, avant tout. Merci Olivier Dusselier, merci à vous également Henrik Glamport pour toutes vos réponses. On avance et on continue tout de suite avec notre nouvelle rubrique Le choix du club. Aujourd'hui, focus sur un décret passé un peu inaperçu, mais qui pourrait changer la donne en matière de sécurité des bâtiments. Je veux parler de ce décret qui est paru le 15 août dernier, le 15 août 2025, qui permet désormais aux maires d'imposer un diagnostic structurel dans les immeubles jugés potentiellement fragiles. Alors, avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Fusillé, syndic de copropriété et fondateur d'Administra Paris. Il connaît bien ces sujets-là. Bonjour, et avec lui, il va nous aider donc à décrypter tout ça. Bonjour Emmanuel. Alors, ce décret donne aux maires un pouvoir d'injonction inédit. Les collectivités locales ont-elles aujourd'hui réellement les moyens d'identifier les bâtiments à risque ? Alors, les maires, et c'est un sujet d'urbanisme qui est quand même traité depuis très très longtemps par les collectivités. Quand on regarde bien ce décret, qui attend encore un décret d'application, les maires doivent d'abord délimiter une zone dans laquelle ils pourront demander effectivement des décrets, un rapport structurel, un diagnostic structurel sur certains immeubles. Donc il faut d'abord qu'ils le votent en conseil municipal, et après, ils pourront choisir les immeubles sur lesquels ils souhaitent que l'on fasse un diagnostic structurel. Alors, vous, en tant que syndic de copro, vous appeliez, vous accueillez comment ce décret ? Est-ce que vous allez maintenant avoir les moyens de prévenir tous les affaissements, les effondrements de balcons ou plus largement d'immeubles auxquels on a assisté ces derniers mois? C'est le cas à Aubagne, à Amiens, et je ne sais où encore. Alors, en tant que syndic de copropriété, on n'avait pas tellement de moyens coercitifs pour expliquer à nos copropriétaires qu'il fallait faire des diagnostics structurels. Les diagnostics structurels que j'ai faits dans des immeubles, c'est suite à un affaissement de plancher à un étage. Effectivement, avec l'architecte de copropriété, on a souhaité faire des diagnostics globaux pour pouvoir entamer des travaux. Mais lorsque vous êtes déjà en affaissement, vous êtes déjà, je dirais, en lettres d'observation vis-à-vis des villes, avec la possibilité d'avoir au bout un arrêté de mise en sécurité. Ouais. Donc le diagnostic, de la façon dont il est conçu et pensé dans le décret, c'est finalement de la part de la puissance publique de dire aux propriétaires privés, votre immeuble, on pense qu'il n'est pas en bonne santé. Ce serait bien qu'on sache comment il est et les travaux que vous allez pouvoir faire. Le délai de 18 mois qui est accordé aux propriétaires pour réaliser ce diagnostic, est-ce qu'il vous semble réaliste ? C'est tout à fait réaliste en copropriété. 18 mois, oui, 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi en copropriété. Le temps, alors on peut, si on considère que c'est pas des travaux d'urgence, le temps de convoquer une assemblée ou de le mettre à l'assemblée annuelle, d'appeler les fonds et de le faire par les professionnels qui seront agréés. Oui, parce que le prix de ce diagnostic qui risque d'être, on a Olivier Dusselier. Oui, ce sera pas gratuit. Hein, c'est pas, on parle de combien d'argent, ils ont Olivier ? estimé à peu près à 300 hors taxes par lot. 300 hors taxes par lot. Ah oui, c'est à peu près c'est les premiers chiffres. 3 000 euros pour 10 lots. Oui, c'est au minimum. C'est un minimum. C'est un minimum. Bon. C'est un minimum si on veut vraiment, parce qu'il y a peu d'acteurs. Moi, j'ai entendu d'autres chiffres. Hein. Non, mais j'ai il y a entendu peu d'acteurs. 10 000, 15 000. Oui, mais il faut compter plutôt entre 5 et 15 000. Oui, je crois qu'on... Voilà. D'accord. D'accord. Si le propriétaire ne fait rien, la mairie peut le faire à sa place et lui facturer. Est-ce que c'est suffisant pour
prévenir le risque ou finalement trop tardif. Dans ce décret, finalement, je pense que tout le monde était d'accord pour le publier, parce que lorsqu'une mairie met sur un immeuble un avis de péril, un avis de péril, si les travaux ne sont pas faits en temps et en heure, c'est la ville qui les fait. C'est la ville. Et la ville, elle est en responsabilité très souvent, donc il y a un peu une lutte. Donc là, en fait, la ville, elle remet au propriétaire privé en disant, vous faites votre diagnostic, effectivement, si vous ne faites pas votre diagnostic, je le fais à votre place et je vous le facture. Bon, et puis après, vous faites vos travaux. C'est un outil qu'il faudra... Le décret est fait, d'abord, c'est pas un truc qui s'applique à tout le monde uniformément et tout le monde doit y passer, ce qui est plutôt intelligent, en fait. C'est plutôt extrêmement étayé et on attend encore le décret d'application pour dire exactement ce qu'il y aura dans le diagnostic. Exactement. On verra, parce que si on prend par exemple le PPT, il n'y a rien dedans. C'est quoi le décret qui est paru là ? C'est pas un décret d'application ? C'est un premier décret, mais qui attend un deuxième décret pour savoir comment sera présenté le rapport. Et le contenu, oui. Et le contenu du rapport. Ce diagnostic structurel, est-ce qu'il risque pas finalement de rejoindre la longue liste des obligations peu contrôlées ou sans efficacité concrète ? En fait, ce décret, il vise certains immeubles. Certains immeubles qui ont des pathologies inquiétantes pour éviter effectivement que ces immeubles se passent comme à Marseille ou dans d'autres villes. Je vais vous prendre un exemple qui n'est que de ma responsabilité. J'ai récupéré un immeuble au mois de novembre dernier. Depuis le mois de novembre, j'étais sûr d'avoir un affaissement. Il est arrivé le 22 ou le 23 juillet. Voilà, donc 22-23 juillet, affaissement d'un plancher. On a déclenché la procédure. Sapeurs-pompiers de Paris qui déclenche les inspecteurs de sécurité. Donc il y a des choses qu'on sait et qu'on sent. Ça permet, je dirais, au privé de faire des choses intelligentes. Comme je vous le disais, on n'a pas attendu le décret pour faire des diagnostics structurels dans les immeubles avec des archives de copropriété. On en fait quand c'est nécessaire. Mais là, ça permet d'instituer les choses. Et c'est, je trouve, une mesure intelligente et plutôt bien décrite et modérée. Pour vous, c'est pas une mesure d'affichage, c'est pas quelque chose qui vient... mais c'est à utiliser avec parcimonie. Parcimonie. Merci beaucoup, mon cher Emmanuel Fusillé. Merci à vous, merci Marc. également à mes autres invités, Henrik Glamport. Merci Marc. De Louer Premium et Olivier Dusselier, président de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers. Cette émission, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. On retrouvera cette émission sur YouTube, sur la page Radio J Mag. Et quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine du Club Immo. On va la démarrer d'ailleurs avec Nathalie Garcin, présidente d'Émile Garcin Propriété, qui viendra nous parler, figurez-vous, tiens les amis, devinez de quoi ? Eh bien, elle vient de nous parler de cinéma. Eh oui, parce que Émile Garcin met à disposition des biens pour les tournages. Voilà, d'ici là, très bon week-end à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.